Donc je pense que Luc Lepont nous aura présenté. Donc je suis avocat au barreau de Bruxelles. Et j'ai eu cette gentille invitation pour venir vous faire part ce soir de quelques réflexions juridiques au sujet des droits des patients. Et j'ai ciblé, je dirais, l'approche des droits des patients par rapport à toute une série de questions en matière de vaccination. Donc il y a beaucoup de parents actuellement qui sont confrontés à des exigences d'engagement à suivre des programmes de vaccination pour pouvoir inscrire leurs enfants dans une crèche ou dans une école. Et donc nous allons voir ce qu'il en est sur le plan juridique. Parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'incompréhension du problème. C'est pour ça que, par anecdote, vous verrez la citation d'Einstein qui illustre bien la problématique, et je m'en expliquerai. Un problème sans solution est un problème mal posé. C'est-à-dire que lorsqu'on ne trouve pas la réponse à une question, c'est que la question est mal posée. Alors, ce soir, nous allons parcourir cette question de la vaccination au travers du respect de la loi sur le droit des patients. Bon, je commencerai par un souvenir d'étudiant en faculté de droit, où un de mes illustres professeurs disait, je crois que c'était le professeur Guy Oursmans, professeur de droit commercial, qui disait que le droit n'est pas fait pour les imbéciles. Bon, c'était un professeur qui considérait que on n'a pas besoin de beaucoup de lois, pour autant que l'on respecte les principes. Et je crois qu'actuellement, en matière de vaccination, en matière de respect des droits des patients, il y a actuellement un manque de respect de principes de base qui sont fort importants et qui nous permettraient d'éviter de complexifier davantage le problème et de dégager des pistes de solutions. Assez rapides d'ailleurs. Donc actuellement, c'est une réalité quotidienne. Vous avez des parents qui soit se voient refuser une inscription, soit se font exclure leur enfant d'une institution, d'une crèche ou autre. Parfois, ça peut être une école, même pour des institutions internationales. Et bon, c'est assez curieux de remarquer qu'à Bruxelles, par exemple, les règles sont différentes suivant que la crèche dépend de la communauté flamande, ou que cette crèche dépend par ailleurs de la communauté française qui a changé de nom, je crois, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ça veut dire qu'à Bruxelles, vous avez sur un même territoire, au motif de la protection de la collectivité, des règles complètement différentes qui s'appliquent, puisque les enfants néerlandophones, leurs parents bénéficient de la liberté vaccinale dans la mesure où il y a des recommandations, mais il n'y a pas d'obligation. Alors, nous allons aborder la question de savoir pourquoi il y aurait des règles différentes qui s'appliqueraient suivant la langue de l'enfant sur le même territoire, je vous l'ai dit, à Bruxelles, et comment est-ce que ces règles sont actuellement comprises et appliquées en Belgique. Bon, premier constat, c'est que lorsque les parents, confrontés aux pressions d'engagement à suivre un programme de vaccination, lorsque ces parents demandent des garanties par rapport à la non-dangerosité des produits, par rapport à l'absence d'effets secondaires graves pour leur enfant dans sa situation individuelle, eh bien là, plus personne n'assume de responsabilité. Ça veut dire que dans certains cas, on est confronté à une obligation, mais à un vide quasi total au niveau des responsabilités. Il y a d'autres pays, au Canada ou ailleurs, où vous avez un système légal qui indemnise les victimes de vaccination. En Belgique, ce n'existe pas. Il y a certains projets qui existent, mais à ce jour, ils n'ont pas été
votées, n'ont pas été transformées sous forme de loi. Donc la réalité dans le quotidien dans laquelle sont confrontés ses parents par rapport à des pressions très très fortes, de contraintes, d'engagement à suivre des programmes de vaccination pour leurs enfants, cette réalité, elle est assez disons, forte et pesante pour ces parents, puisque non seulement il en va de la santé de leur enfant, mais également de leur possibilité ou non de poursuivre une activité professionnelle. Vous avez des parents qui préfèrent ne pas inscrire dans un tel contexte de pression leurs enfants pour pouvoir eux-mêmes continuer à s'en occuper le temps de passer les périodes d'obligation vaccinale, entre guillemets. Donc, il ne faut pas perdre de vue que la situation, l'exposition est celle de se voir obligé, entre guillemets. Et c'est là que le droit est intéressant, parce que actuellement, la loi n'oblige pas. La loi dit tout le contraire, c'est qu'il faut un consentement préalable à tout acte médical, et la vaccination est un acte médical. Donc la loi instaure en Belgique depuis le 22 août 2002, depuis l'entrée en vigueur de cette loi qui a été publiée le 26 septembre et qui est entrée en vigueur 10 jours plus tard, suivant sa publication militaire belge. Donc le régime de la liberté vaccinale est de droit en Belgique depuis déjà fin 2002. Et aujourd'hui, presque 12 ans, presque 12 ans plus tard, on constate que cette loi n'est pas respectée, et bien souvent par des autorités publiques. Alors c'est ce décalage que nous tâcherons de cerner ce soir, en tenant compte de toutes vos questions évidemment. Mais disons que ce qui est choquant dans cette problématique, c'est qu'au départ d'une motivation, d'une finalité qui est celle de la protection de la santé, la protection de la collectivité, la protection des enfants, bien on en arrive à quoi? Au quotidien, on en arrive à injecter des métaux lourds, du mercure, de l'aluminium, d'autres produits, comme le formaldéhyde, le polysorbate, etc. Enfin bref, des produits dangereux, dont il n'existe aucun seuil de non-toxicité. Et donc des parents qui sont, je dirais, très soucieux de protéger la santé de leur enfant, eh bien, ils sont confrontés à, par exemple, dans le cadre du vaccin polio, qui est encore, disons, sur papier obligatoire, mais depuis un jugement du 16 mars 2011, il n'est plus obligatoire, dans la mesure où un juge correctionnel a refusé de faire application de l'arrêté royal de 66 qui oblige à la vaccination polio, en reconnaissant qu'il y avait une primauté à la loi relative aux droits des patients du 22 août 2002, dont je vous ai déjà parlé. Et donc, il a fait application de l'article 159 de la Constitution, et il a écarté l'application de cet arrêté royal de 1966. Donc ça veut dire que dans l'ordre juridique belge, aujourd'hui, même le vaccin polio, soi-disant obligatoire, pour des raisons de hiérarchie des normes, il ne l'est plus. Il est intéressant de constater qu'à la suite de ce jugement, dans les documents parlementaires, le 3 mai 2011, la ministre de la Santé publique avait déclaré que ce jugement n'avait qu'une portée relative, qu'il ne sortait ses effets qu'à l'égard des parties à cette procédure judiciaire, et que la décision intervenue n'affecte donc en rien la validité des actes législatifs qui restent évidemment d'application d'après la ministre. Mais, et c'est là que c'est important, elle a souligné devant le Parlement, toutefois, un juge placé devant le même problème pourrait suivre le précédent et donner à la législation en vigueur la même interprétation que celle suivie dans le cas particulier qui nous occupe. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les parents qui ont été acquittés à Tournai, c'est tout parent dans la même situation par rapport à leur enfant qui pourrait se voir acquitté en cas d'éventuelles poursuites, parce que je crois qu'il n'y a plus tellement de poursuites depuis lors, mais bon,
Donc ça veut dire que même la ministre de la Santé publique a relativisé en disant que bon, cette loi de 2002, si elle est invoquée par les parents dans un contexte de pression vaccinale, eh bien cette loi doit être également respectée. Donc il y a un premier élément qui est celui du caractère médical de la vaccination, qui donc clairement fait le lien entre donc le vaccin, qui est un acte de l'administration d'un vaccin, et l'application de la loi du 22 août 2002. Je crois que pour la plupart, vous avez peut-être déjà eu connaissance de ce jugement de Tournai du 16 mars 2011, mais il figure sur Internet in extenso avec évidemment une anonymisation du nom des parties, etc. Mais bon, il est très clair. Et il répond aussi à beaucoup de questions des parents quant à se dire que peut-on faire dans cette situation de pression et comment se protéger je veux dire, des sanctions, enfin sanctions qui sont la non-inscription ou l'exclusion d'une crèche ou d'une école. Donc il faut bien se dire que les droits, ce n'est pas cela qui... Voilà, c'est comme ça. Les droits ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est l'exercice des droits. Et ça, bon, c'est un constat très dur, je dirais, et je rejoins là la remarque de ce professeur d'université qui disait que le droit n'est pas fait pour les imbéciles. Il faut voir le droit, d'une part, en tant que règle sur base de laquelle on prend certaines décisions, ou d'autre part, le droit où on cherche à se protéger d'une situation, d'un dommage que l'on aurait subi, mais que l'on aurait subi par, je dirais, peut-être par négligence, mais par imprudence. Et que donc aujourd'hui, si on accepte de ne pas exercer ses droits dans le cadre de la loi de 2002 sur les droits des patients, eh bien forcément on se retrouve victime de préjudice. Mais on s'est quelque part porté soi-même auteur pour une part déterminante du préjudice. Alors il faut vraiment que chacun se dise, qu'il soit parent ou personne qui se pose une question avant de se faire vacciner, il faut absolument, je veux dire, ouvrir les yeux et faire attention à ce à quoi on s'engage soi-même, parce qu'autrement, les autorités auront facile de vous dire par la suite que, eh bien, vous vous êtes engagé vous-même, et finalement, si ce n'était pas obligatoire, vous êtes obligé vous-même, et donc vous n'avez plus qu'à vous en prendre qu'à vous-même. Le fondement de la protection de l'intégrité physique, qui est, je dirais, la base de cette loi, dont nous verrons, je dirais, la portée un peu plus en détail par la suite. Le fondement de cette protection de l'intégrité physique est tiré de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et c'est important parce que cet article 3 est un droit absolu. Il y a certains articles dans la Convention européenne des droits de l'homme, comme le droit de manifester ou même le droit de porter atteinte à la vie d'autrui. Bon, si vous lisez ce que ça signifie en matière de protection des droits de l'homme, eh bien, si vous participez à une insurrection, on peut vous tuer. Ça dépend donc de... C'est une prérogative que l'autorité dont elle dispose, et rien n'interdit, en cas d'insurrection, de perdre la vie. Donc s'il y a une espèce d'autorisation de tuer en cas d'insurrection, donc là c'est pas, je veux dire, c'est tout à fait différent en matière de protection de l'intégrité physique, parce que là c'est un droit absolu, on ne peut pas y déroger. On ne peut pas porter atteinte à votre corps, à votre santé, a fortiori. On ne peut pas y déroger. Et c'est important de s'en rendre compte, parce que souvent, en matière de vaccination, on a invoqué l'article 8, non pas de la loi du 22 août 2002, mais de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège votre vie privée et donc votre sphère familiale, et dont il était reconnu que vous pouviez
refusez d'être obligé de vacciner vos enfants dans le cadre de votre protection de la vie privée et de la protection de votre vie familiale. Mais là, c'est un droit relatif qui n'est pas absolu. Donc avec des dérogations et un principe de proportionnalité entre la dérogation au droit à votre vie privée, au droit à la protection de votre sphère familiale, mais notamment pour des raisons de santé publique, etc. Donc si vous invoquez l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, vous ne disposez pas d'un droit absolu, mais d'un droit relatif, qui, suivant la législation nationale du pays dans lequel vous vous trouvez en Europe, vous protège dans une moindre mesure que la protection établie par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui est un droit absolu, donc le droit à la protection de votre intégrité physique. Donc, quand cela a été traduit dans cette loi belge de 2002, en son article 8, il y a un principe fondamental qui est celui de votre consentement libre et préalable donc à toute intervention d'un praticien de la santé, et donc y compris en matière de vaccination, avec l'information préalable. Donc, par rapport à cette obligation aujourd'hui, par rapport aux vaccinations des enfants dans les crèches, en tout cas pour la partie sud du pays, on est toujours nulle part. Nulle part, et c'est assez choquant, 10 ans après, une loi qui est tout à fait en vigueur, on ne la respecte pas. On ne donne pas d'informations, on minimise les dangers, les effets secondaires, on ne dit pas aux parents de quoi sont composés les vaccins, on ne leur montre pas les notices, et on vaccine à tour de bras. Donc ça se fait de manière quasi automatique, puisque tout ce système est raccroché à la prétendue obligation polio, qui entraîne dans son sillage une cohorte d'autres valences et d'autres vaccins. Donc la protection de l'intégrité physique, pour l'instant, c'est quasi zéro si on n'invoque pas cette loi qui existe depuis 10 ans en Belgique. Alors c'est ce qui s'est passé à Tournai, et le juge en a fait un bon usage, puisqu'il a acquitté les parents qui se voyaient poursuivis. Vous avez évidemment un contenu plus détaillé à ce qui doit être donné dans l'exercice du respect des droits des patients. Donc vous avez les informations nécessaires au consentement, mais la loi est très très précise, très détaillée. Donc c'est concernant l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, les effets secondaires, les risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient, les soins du suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Bien, si on applique cet article 8 dans la situation de soi-disant vaccination, de programme de vaccination dont il est exigé de parents à ce qu'ils s'engagent à le suivre, eh bien, on est de nouveau dans un autre monde. C'est tout à fait contraire à la loi. 1. Aucune vaccination ne peut être obligatoire. 2. Le premier point dont il faudrait pouvoir tenir compte, c'est bien entendu de commencer par expliquer quelles sont les alternatives possibles. Dire qu'on prétendrait protéger quelqu'un, un enfant ou un adulte, d'une maladie quelconque spécifique à l'aide d'un vaccin, ça doit d'abord être de lui expliquer et de ne pas lui faire faussement croire qu'il s'agirait de maladies incurables. Et ensuite, évidemment, d'expliquer quels moyens préventifs existent par rapport à ces maladies. Parce que dans la littérature en question, enfin, je veux dire encore aujourd'hui, on est maintenant en 2012, il y a eu un article les 3 et 4 décembre 2011 dans Le Soir, où l'ONE a défendu ces vaccins et continue à dire qu'il n'y a pas de danger, on risque juste un peu de température, etc. Enfin bon, c'est pas ce que dit la loi de 2002, hein. Bon, ça va de soi. Donc il y en a certains qui prennent des risques en ne respectant pas la loi. Voilà, 10 ans après, nous sommes en pleine violation de cette loi. Aussi, comme je vous l'ai dit, il faut pouvoir
exercer ces droits. Il ne suffit pas de dire j'avais des droits, je ne le savais pas et maintenant je suis victime. Non, il faut considérer que l'exercice de ces droits est primordial et compte plus que le droit théorique en tant que tel. Puisque si vous vous retrouvez dans un engrenage où vous signez des engagements qui vont à l'encontre de vos droits, ben forcément vous êtes déjà préjudicié par votre propre comportement. Évidemment, c'est une question de communication, de compréhension de la loi. Et avec, je dirais, disons, les retombées du célèbre épisode H1N1, aujourd'hui, heureusement, grâce à des mouvements comme Initiative Citoyenne, eh bien, les informations circulent et surtout, les médecins, eux aussi, commencent à s'intéresser, je dirais, à ce qu'il y a lieu de connaître pour pouvoir prendre position avant de vacciner, pendant ou après une vaccination. Parce qu'en Belgique, actuellement, un étudiant qui sort de faculté de médecine n'a suivi aucun cours de vaccinologie. En pharmacologie, c'est pas très grave non plus. Donc il ne sait rien. Il a lu quelques lignes, il a eu quelques... Je ne sais pas s'il y a eu une question d'examen là-dessus, mais en tout cas, ils ne sont pas formés, nos médecins. En 2012, en Belgique. Par contre, nos vétérinaires sont très bien formés en la matière. Ça fait partie du tronc commun. Donc ça aussi, c'est pas normal, évidemment. Alors, depuis le H1N1, les médecins ont appris beaucoup de choses. Ils ont appris ce que c'était le squalène, parce que c'est... Bon, évidemment, on est dans un milieu où, le mercure, on ne va pas l'appeler le mercure, c'est du thiomersal ou autre chose, enfin bon, on change les étiquettes, mais dans le flacon, c'est toujours du mercure. Il y a aussi des vaccins qui ont posé certains problèmes et qui ont changé de nom, bizarrement, pour réapparaître ici ou là. Et, enfin, donc on est face à un milieu de tricheurs, ça c'est évident, ils ont été condamnés à plusieurs reprises. Enfin, malheureusement, condamnation à répétition. Donc, il y a un décalage entre la loi et son respect actuellement. Alors, ce quatrième point ici est celui de la liberté thérapeutique et qui rejoint, qui recoupe ce que j'ai expliqué par rapport aux informations qui doivent être légalement fournies en matière d'alternatives de traitements médicaux. C'est aussi évidemment des conséquences sur le coût des produits. Et si vous vous soignez avec des produits naturels, efficaces et sans effets secondaires, bon, forcément, il y aura moins de dégâts. Dégâts pour la sécurité sociale, mais bon, on vendra moins de produits coûteux brevetés. Donc, ce principe-là, qui est celui de la liberté thérapeutique, il vaut à la fois pour les médecins, c'est un droit qui leur est garanti par l'arrêté royal numéro 78 en son article 11, et il vaut également pour les patients. Il n'est pas interdit de consommer des produits naturels, efficaces, peu coûteux. Pourtant, certaines autorités s'évertuent, je dirais, à publier des sous-dosages en vitamines et oligo-éléments. C'est assez contrastant de remarquer qu'aujourd'hui, en 2012, et pas rien qu'en Belgique, on interdit certains produits comme les orotates de magnésium, qui sont des nutriments essentiels, bénéfiques, bien ils sont interdits en vente libre. Par contre, des produits dangereux comme le thiomersal, polysorbate et compagnie, ben ceux-là, quand il y a un problème ou de bisphénol dans les bouteilles, on donne toujours un délai de X années à l'industrie pour s'adapter. Pourtant, dans notre situation économique, parfois on ferme une usine et le lendemain, ben, tout le monde est sur le carreau. Je crois que si on veut que les droits des patients soient respectés, il faut exiger l'exercice de ces droits. Il faut exiger l'interdiction des produits dangereux, tout de suite, et pendant 3 ans ou 5 ans. Et c'est ce droit-là qui doit être exercé. Et sans attendre, parce que, de nouveau, comme je vous l'ai dit, si vous attendez, vous devenez le complice du problème dont vous êtes la victime, ou dont vos enfants deviendraient les victimes. Donc il faut exercer ces droits, il faut exiger l'interdiction immédiate du mercure, de l'aluminium, du formaldéhyde,
du polysorbate. Et l'industrie peut gagner de l'argent, mais avec des produits non dangereux. Et c'est son problème si des produits sont à retirer immédiatement du marché. Comme c'est le problème des travailleurs lorsqu'une usine est fermée, que le lendemain ils se retrouvent à la rue. Bon, donc comme je vous l'ai déjà indiqué, cette liberté thérapeutique joue dans les deux sens, à la fois pour les médecins et pour les patients. Et je crois que c'est important que la population se rende bien compte qu'elle ne se fie pas seulement à, je dirais, des littératures complètement biaisées. Aujourd'hui, on essaye de vous faire croire que les vitamines sont dangereuses. On remarque dans des journaux comme Le Soir que certains titres, oui, les vitamines sont dangereuses. Vraiment, c'est, je dirais, pour vous détourner de certains produits plus efficaces et moins coûteux en matière de prévention et également pour certains aspects curatifs, pour pas mal de pathologies assez variées et courantes. Alors bon, ici vous voyez cette étude Kix qui fait la démonstration que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé, enfin fait le constat que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé que les enfants vaccinés. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut comme preuve de plus? En France, avec certains vaccins contre l'hépatite B notamment, il y a eu énormément de victimes, au point que certains experts disent qu'ils n'ont jamais vu autant de jeunes gens en chaise roulante en France. Il y a aussi, je dirais, la nécessité de prendre en compte pour les autorités et les établissements scolaires ou les responsables de crèches de prendre en compte ce constat. Parce qu'on est occupé à se voiler la face, on fait croire que c'est un civique à se vacciner ou vacciner ses enfants en profitant de la protection des autres. Enfin, il y a toute une série de discours, de réponses toutes faites. Si vous constatez que malheureusement un petit enfant est décédé peu de temps après le vaccin, le jour même ou le lendemain, eh bien, on dirait que c'est une coïncidence. Si vous êtes victime d'effets secondaires, on dira « Ah oui, mais vous faites partie de statistiques auxquelles on est en droit de s'attendre. » Enfin, c'est à l'opposé, je dirais, du respect de la personne humaine. Donc, en résumé pour conclure, aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement préalable, libre et éclairé du patient. Donc ça c'est général, c'est total, y compris pour les vaccins. 2. Les produits dangereux, les produits toxiques, les métaux lourds notamment, qui n'ont aucun seuil de non-toxicité, ces substances doivent être interdites. Et donc il est légitime de les refuser. Si, comme j'expliquais, la situation de parents sous la contrainte de l'inscription dans une crèche ou une école, moyennant préalablement l'engagement de suivre un programme de vaccination, si ces parents écrivent, interpellent par lettre recommandée la direction de ces établissements par rapport à cet aspect de produits dangereux avec l'absence de tout seuil de non-toxicité, on verra bien les réponses. Il n'y aura plus moyen de dire on ne savait pas. Et donc, il n'y a pas de raison de vacciner de manière aveugle, parce qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que même lorsqu'il y a des contre-indications médicales pour une vaccination, et c'est vrai qu'en étant prudent, ça pourrait s'étendre à quasi 100% des patients ou des personnes avant un vaccin, eh bien on constate qu'on passe outre, on vaccine quand même, ou on dit votre contre-indication médicale, c'est une fausse contre-indication. Donc là, c'est encore un cran plus loin dans, je dirais, l'atteinte à l'intégrité physique, puisqu'on ne respecte même pas la liberté thérapeutique, on ne respecte pas l'avis médical d'un médecin qui, dans la situation, est bien souvent un médecin qui a des compétences en vaccinologie, en pharmacologie, ce qui n'est pas le lot du commun
médecins sortant de faculté de médecine, puisque eux n'ont aucun cours de vaccinologie. Et alors, quatrième point, il faut revendiquer l'usage de produits non dangereux, naturels, sans effet secondaire, non toxiques, avec un suivi médical ou, je dirais, un accès direct, peu importe. Pourquoi aujourd'hui on interdit des nutriments essentiels comme les orotates? Et pourquoi on interdirait de se soigner avec d'autres produits naturels? C'est tout à fait contraire, je dirais, non seulement à la protection de l'intégrité physique, mais c'est une atteinte. Enfin, oui, on peut parler de... Pour l'instant, il y a des études... on peut parler de crimes contre l'humanité, bon, sans être complotiste pour autant, puisque on constate que jusqu'à présent, le crime contre l'humanité n'existait qu'en situation de guerre. Ben, on pourrait envisager des situations de crime contre l'humanité en dehors des périodes de guerre par rapport à l'exposition à des produits tueurs et dangereux, et dont je veux dire, nous disposons déjà de toutes les preuves. Mais là, il y a encore une évolution du droit qui est en marche. Il y a également, au niveau européen, une grande prise de conscience là-dessus. Alors bon, comme je vous l'ai dit, ce jugement a tourné en 2011, il a fallu 9 ans après la loi de 2002 pour qu'une juridiction en fasse usage, parce qu'un avocat l'a invoqué pour ses clients, peu importe. 9 ans, c'est beaucoup. Et une toute nouvelle loi, je voulais simplement attirer votre attention sur son existence. Elle était entrée en vigueur le 3 février 2012. Et je considère que c'est une loi très intéressante, parce que c'est une loi qui combat l'abus de faiblesse des personnes vulnérables. Et moi je considère que juridiquement, des parents que l'on veut obliger à vacciner leurs enfants pour conditionner leur inscription à une crèche ou une école, eh bien ces parents sont dans une situation vulnérable, on abuse de leur faiblesse, parce qu'autrement ils perdraient leur job en devant rester à la maison, etc. Donc on pourrait envisager, et je crois que dans plusieurs situations c'est sur le point de se faire, et cela se fera. Bon, c'est une loi toute récente, elle a à peine 10 jours dans son caractère contraignant. Et donc, on pourrait mettre en cause la responsabilité pénale de personnes qui abusent de la situation de faiblesse des parents. Et bon, c'est du concret. Je terminerai par la mention de cet article 442 quater nouveau du Code pénal. Donc c'est pas de la rigolade, c'est du droit positif belge. Quiconque aura, alors qu'il connaissait la situation de faiblesse physique ou psychique d'une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, et ici des parents, sous la contrainte de devoir placer leur enfant dans une crèche ou une école, eh bien ils sont dans cette situation de faiblesse, aura frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine. Bon, c'est vraiment la situation où on veut obliger quelqu'un à vacciner ses enfants. Frauduleusement, ben oui, puisque cela participe à tout un système de pompe à finances, je dirais, pour résumer, pour ne pas parler de corruption. Mais c'est un système de financement, de paiement de vaccins, où le but finalement n'est plus, enfin n'a peut-être jamais été de protéger la population, ça a toujours été qu'un prétexte. Mais le but, et c'est vrai que la légitimité de l'industrie, c'est de faire de l'argent, c'est très bien, c'est pour ça que l'industrie doit rayonner, mais elle ne peut jamais le faire au détriment de la santé de quiconque. Si on persiste à vouloir imposer, j'ai cité toute une série de produits toxiques, dont il n'existe aucun seuil de non-toxicité, eh bien on rentre dans le cas par exemple, de ce nouvel article du Code pénal belge, 442 quater, et les instances judiciaires n'auront qu'à en faire une bonne application. Cela sera évidemment l'occasion d'être créatif, mais je vous l'ai dit, ce qui compte, c'est l'exercice de vos droits. Ce n'est pas vos droits théoriques sur papier, dans une loi ou un traité international. Si vous ne faites pas valoir vos droits par l'exercice de vos droits, ils ne valent rien, vos droits. Et en plus, après, on vous dira que ce n'est qu'à vous de les invoquer.
Donc je pense qu'il faut être proactif et il faut pouvoir évoluer, je dirais, dans un monde où les choses ne vont pas d'elles-mêmes, mais disons, ce jugement de Tournai, même s'il est intervenu 9 ans après l'entrée en vigueur de la loi de 2002, eh bien, c'est quand même un signe positif. C'est un signe très positif et je crois qu'il permettra d'encourager beaucoup de personnes à continuer dans la bonne direction, autant parmi les médecins que parmi les parents et même parmi les responsables des crèches et écoles qui vont se rendre compte que finalement, la meilleure protection, c'est celle qui est entretenue de la manière la plus efficace, la plus naturelle et avec l'absence d'effets secondaires. Je me souviens de l'exemple de cette épidémie dévastatrice de chikungunya sur l'île de la Réunion il y a quelques années, où malheureusement des gens mouraient tous les jours. Eh bien, on a interdit de diffuser sur des antennes nationales télévisées ou radio-télévisées que, par exemple, le chlorure de magnésium permettait de vous guérir en 48 heures. Bon, c'est de l'extrait de sel de mer, c'est un produit tout simple, tout naturel, je dirais, qui vous sauvait, par exemple, d'une maladie mortelle. Donc ça, c'est un exemple, et bon, arrêtons de laisser mourir inutilement des enfants, des adultes, pour le bénéfice de quelques brevets de médicaments. Je vous remercie pour votre attention. Je vous propose un petit break.